Kay, un homme veuf, essaye d'aller de l'avant avec sa fille après avoir tragiquement perdu sa femme. Mais tout change quand alors qu'il passe devant un groupe de sans-abri, la petite fille pointe et crie « Regarde, papa, maman est vivante !» Cette étrangère sans souvenir clair éveille chez l'homme une agitation impossible à ignorer. Ce qui semblait être un délire se transforme en une réunion dévastatrice et révélatrice. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle être identique à sa femme décédée? Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. L'hiver de Boston mordait plus fort que d'habitude ce matin de février. Ou peut-être était-ce juste Ethan Mitchell qui sentait le froid plus aiguement ces jours-ci. Alors qu'il se tenait dans sa cuisine, versant mécaniquement des céréales dans un petit bol rose, il se surprit à fixer la chaise vide en face de la table. La chaise de Sarah. 8 mois s'étaient écoulés depuis son diagnostic, 6 depuis qu'elle s'était éteinte. Pourtant, le fantôme de sa présence remplissait encore chaque coin de leur maison en pierre de Beacon Hill. Papa, tu le renverses. Ethan cligna des yeux, regardant vers le bas pour trouver des céréales débordant sur le comptoir. Sa fille de 8 ans, Lily, le regardait avec ses yeux, les yeux de Sarah, un brun profond qui semblait contenir une sagesse au-delà de ses années. Il réussit un sourire, bien qu'il semblât étrange sur son visage. « Désolé, ma citrouille. Papa est un peu distrait ce matin. » Lily haussa les épaules, prenant le bol de ses mains. « C'est bon, tu es beaucoup distrait maintenant. » La simple observation le traversa comme un couteau. Les enfants voyaient tout, même les choses que tu essayais de cacher. Surtout ces choses-là, Ethan vérifia sa montre. Ils étaient de nouveau en retard. Le conseil administratif de l'hôpital n'attendrait pas, même pour un père célibataire veuf qui tenait à peine le coup. Nous devons nous dépêcher, Liliade. Madame Carson pensera que nous l'avons oubliée. 20 minutes plus tard, elles étaient dans sa Volvo, naviguant dans les rues étroites de Boston. Ethan avait déposé Lily à l'école et se dirigeait vers le Massachusetts General Hospital, où il travaillait comme directeur des programmes de santé communautaire. Le poste avait autrefois été sa passion, connectant les ressources de soins de santé aux populations vulnérables de la ville. Maintenant, c'était juste quelque chose qu'il faisait en essayant de ne pas s'effondrer. Son téléphone vibra. Le Dr. Patterson avait besoin de reporter leur réunion sur la nouvelle initiative de proximité. Ethan soupira, tapotant son volant en attendant un feu rouge sur Mont Street. Quand il leva les yeux, ils tombèrent sur un petit groupe de sans-abri blottis près de l'entrée de Boston Common, cherchant abri du froid. Une silhouette attira son attention, une femme de dos à lui, ses cheveux blonds sales visibles sous un bonnet bleu déchiré. Quelque chose dans la pente de ses épaules, la façon dont elle se tenait même dans de si désastreuses circonstances. Le feu passa au vert. Ethan secoua la tête et continua. La ressemblance qu'il croyait voir n'était que son chagrin lui jouant des tours. Cela arrivait constamment, voir Sarah chez des inconnus, entendre son rire dans des pièces bondées, sentir sa présence dans des pièces vides. La journée s'étira en une série de réunions et d'emails, des problèmes qui semblaient à la fois accablants et insignifiants. À 15 heures, Ethan était épuisé, mais se força à finir de réviser le budget trimestriel avant de récupérer Lily à son programme après l'école. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-il alors qu'elle montait dans la voiture, son sac à dos presque aussi grand qu'elle. « Nous avons appris sur les papillons, » dit Lily attachant sa ceinture de sécurité. « Savais-tu qu'ils se souviennent d'être des chenilles même après avoir changé? »« Est-ce que juste? » Ethan sourit, véritablement cette fois. « Mademoiselle Jenkins dit que c'est scientifiquement prouvé, » dit Lily avec le sérieux que seuls les enfants peuvent rassembler lorsqu'ils répètent quelque chose qu'ils viennent d'apprendre. « J'ai dessiné une image de maman en papillon. Tu veux voir? » La gorge d'Ethan se serra. « Bien sûr que oui. » Alors que Lily fouillait dans son sac à dos, le téléphone d'Ethan sonna. L'hôpital encore. Il laissa la messagerie vocale prendre. Ces moments avec Lily étaient précieux et fugaces.
Le travail pouvait attendre. Ils étaient presque rentrés quand Lily pressa soudain son visage contre la fenêtre. « Papa, papa, arrête la voiture! » Ethan freina, alarmé. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« C'est maman. Regarde. » Lily pointa frénétiquement vers Franklin Square, où un petit groupe de sans-abri était rassemblé autour d'une table d'aide communautaire de fortune. « Chérie, nous avons parlé de cela. Maman n'est pas... » « Mais c'est elle, regarde! » Pour la plaquer. Ethan jeta un coup d'œil vers le parc. Son cœur s'arrêta. Là, acceptant une tasse de quelque chose de chaud d'un bénévole, se trouvait une femme qui aurait pu être le reflet de Sarah. Le même visage en forme de cœur, le même nez délicat, la même façon de ranger les cheveux derrière son oreille. Mais cette femme était émaciée, ses vêtements sales et dépareillés, ses mouvements hésitants et craintifs. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « C'est maman, » insista Lily, détachant déjà sa ceinture de sécurité. « Lily, attends. » Mais sa fille était déjà sortie de la voiture, courant à travers la rue vers la femme. Ethan jura, se garant rapidement et suivant, son esprit courait avec des explications. Un saucis, une cruelle coïncidence, son chagrin se manifestant de la manière la plus tortueuse possible. Au moment où il les rejoignit, Lily se tenait devant la femme la regardant avec émerveillement. La femme la regarda en retour, la confusion évidente sur son visage. Le visage de Sarah, mais avec quelque chose d'autre derrière les yeux, quelque chose de fracturé. « Je suis désolé, » dit Ethan, posant ses mains sur les épaules de Lily. « Ma fille. » Elle pensa. Le regard de la femme se déplaça vers lui et Ethan sentit le monde basculer. La ressemblance était au-delà de l'étrange. C'était exact. Même yeux, même lèvres, même petite cicatrice près du sourcil gauche d'une chute d'enfance. Mais là où les yeux de Sarah avaient été clairs et confiants, ceux de cette femme étaient méfiants, nuageux. « Est-ce que je vous connais? » demanda-t-elle, sa voix rauque, mais avec la même cadence que celle de Sarah. « Non, » réussit Ethan, « je ne crois pas. » « Vous ressemblez à ma maman, » dit Lily, inconsciente de l'impossibilité de ce qu'elle suggérait. « Votre visage est le même. » La femme toucha sa propre joue comme pour confirmer qu'elle était toujours là. « Je suis désolé, petite fille, je ne suis pas ta maman. »« Quel est votre nom? » demanda Ethan, incapable de se retenir. Elle hésita, ses yeux parcourant les environs comme cherchant des routes d'évasion. « Emma, » dit-elle finalement. « Juste Emma. »« Je suis Ethan Mitchell, c'est ma fille, Lily. » Emma hocha la tête, mais n'offrit pas plus. Son attention fut détournée par un autre homme sans abri l'appelant, et elle sembla soulagée de l'interruption. « Nous devrions y aller, » murmura-t-elle, se détournant déjà. « Attendez, » dit Ethan, tendant la main vers son bras, mais s'arrêtant juste avant de la toucher. « Avez-vous besoin d'aide? Un endroit où rester, peut-être? Il va faire en dessous de 0 cette nuit. » Les yeux d'Emma se plissèrent de suspicion. « Pourquoi offririez-vous ce que là à une étrangère? » C'était une juste question, à laquelle Ethan ne pouvait répondre honnêtement sans avoir l'air fou. « Parce que vous ressemblez exactement à ma femme décédée n'était pas une raison normale d'inviter quelqu'un à la maison. »« Mon papa aide les gens, » répondit Lily pour lui. « C'est son travail. » Emma les étudia tous les deux un long moment. Les bénévoles de l'aide communautaire remballaient leur table. D'autres sans-abri se dispersaient, se dirigeant vers des refuges ou les coins de la ville qu'ils appelaient à chez eux. « Je ne prends pas la charité, » dit finalement Emma, sa voix ferme malgré ses circonstances. « Ce n'est pas de la charité, » s'entendit dire Ethan. « C'est de la décence humaine, juste un endroit chaud pour la nuit. Nous avons une chambre d'amis, sans attache. » Emma regarda Lily qui la regardait toujours avec ce mélange d'espoir et de confusion qui brisa le cœur d'Ethan. Puis elle regarda Ethan et quelque chose vacilla sur son visage. Reconnaissance peut-être, bien que cela fût impossible. « Juste pour cette nuit, » dit-elle finalement, « et je pars le matin. » Alors qu'ils retournèrent à la voiture, Ethan sentait comme s'il se déplaçait dans un rêve. Lily bavarda excitée, posant à Emma des questions auxquelles la femme répondait par des mots simples ou pas du tout.
Ethan continuait de la regarder dans le rétroviseur, cherchant des différences pour preuve qu'elle n'était pas Sarah. Mais chaque angle, chaque expression ne faisait que confirmer l'impossible similitude. Que faisait-il en amenant une étrangère chez eux? Une femme sans abri qui pourrait avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance ou pire. Pourtant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était pas le hasard. Que d'une manière ou d'une autre, pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore comprendre, Emma était apparue dans leur vie précisément quand ils avaient le plus besoin d'elle, ou peut-être quand elle avait besoin d'eux. Alors qu'ils entraient dans leur allée, la dernière lumière du jour s'estompant derrière l'horizon de Boston, Ethan prit une décision. Il aiderait cette femme, non pas parce qu'elle ressemblait à Sarah, mais parce que aider était ce que Sarah aurait voulu qu'il fasse. Et peut-être, juste peut-être, en aidant Emma à se retrouver, il pourrait retrouver le chemin de la vie. Emma se tenait dans la salle de bain d'invités de la maison des Mitchell, fixant son reflet dans un miroir qui semblait trop propre, trop parfait pour montrer quelqu'un comme elle. Elle se reconnaissait à peine avec la crasse lavée. Ses cheveux blonds pendaient en mèches humides autour de son visage, un visage qui avait clairement surpris l'homme et sa fille. La petite fille, Lily, l'avait appelée maman. La pensée fit tordre l'estomac d'Emma d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Elle n'avait pas d'enfant, du moins aucun dont elle se souvienne. Son passé était un puzzle avec la plupart des pièces manquantes, juste des fragments qui faisaient surface occasionnellement, généralement dans des cauchemars. Un léger coup à la porte brisa sa rêverie. « Emma, j'ai laissé des vêtements propres sur le lit. » La voix d'Ethan vint à travers la porte. « Ils devraient vous aller. » Il avait presque dit qu'ils étaient les vêtements de sa femme. Emma n'eut pas besoin qu'il finisse la phrase pour le savoir. La ressemblance entre elle et qui que ces gens aient perdu était clairement assez forte pour faire croire à l'enfant qu'elle était sa mère. La pensée était à la fois dérangeante et étrangement réconfortante. Être reconnu, même par erreur après des années d'invisibilité, dans les rues, ressemblait étrangement à un retour à la maison. « Merci, répondit-elle, sa voix encore rauque par la désuétude. Quand elle sortit de la salle de bain enveloppée dans un peignoir emprunté, elle trouva des vêtements soigneusement pliés sur le lit, des jeans, un pull gris doux, des chaussettes et même de nouveaux sous-vêtements avec les étiquettes encore attachées. Emma s'habilla rapidement, surprise de voir à quel point tout lui allait bien. Le pull sentait légèrement la lavande et autre chose. Une odeur qui déclencha un éclair de mémoire disparu avant qu'elle ne puisse le saisir. En bas, elle trouva Ethan dans la cuisine remuant quelque chose sur la cuisinière, tandis que Lily mettait la table. La domesticité de la scène donna à Emma envie de fuir. Elle n'appartenait pas ici dans cette maison chaleureuse, avec ses photos de famille et les œuvres d'art des enfants sur le réfrigérateur. Pourtant, quelque chose la maintenait enracinée sur place, à regarder. « Tu es jolie, » dit Lily, la remarquant la première. « N'est-elle pas jolie, papa? » Ethan se retourna et Emma vit le choc se manifester à nouveau sur son visage avant qu'il ne se compose. « Oui, elle l'est. Le dîner est presque prêt. Juste des pâtes à la marinara. Rien de chic. »« Je devrais y aller, » dit Emma, même si son estomac gargouillait à l'odeur de la nourriture. « Il fait 20 degrés dehors et ça baise, » répondit Ethan, son ton doux mais ferme. « S'il vous plaît, restez au moins pour le dîner. » Emma hésita puis hocha la tête une fois. Où elle pouvait manger et partir, c'était le plan. Prendre ce qui était offert, puis disparaître de nouveau dans la ville où elle appartenait. Le dîner fut une affaire étrange. Lily bavardait constamment, racontant à Emma son école, ses amis, son projet de papillon. Emma se retrouva à hocher la tête, répondant occasionnellement à des questions simples. Ethan était plus silencieux, la regardant avec une intensité qui la mettait mal à l'aise mais ne semblait pas menaçante. « Depuis combien de temps êtes-vous à Boston? » demanda-t-il pendant une accalmie dans le monologue de Lily. Emma poussa des pâtes autour de son assiette. « Je ne suis pas sûr. 2 ans, peut-être 3. » Et avant cela, elle haussa les épaules.
New York, je pense Philadelphie avant cela. Les villes se brouillaient ensemble dans sa mémoire, marquées seulement par des rues différentes, des refuges différents, des visages différents, qui ne devinrent jamais familiers. Vous ne savez pas avec certitude? Demanda Lily, son front se ridant de confusion. Lily, dit Ethan doucement. Parfois, les adultes ont du mal à se souvenir des choses. À cause de sa bosse à la tête, demanda Lily, avec la franchise d'un enfant. La main d'Emma alla automatiquement à la cicatrice cachée sous sa ligne de cheveux. Qu'est-ce que tu dis? Tu as une bosse ici. Lily toucha sa propre tête au même endroit. Maman en avait un aussi quand elle est tombée d'un cheval quand elle était petite. Emma sentit un frisson la traverser. Je ne me souviens pas comment j'ai eu ça. Un silence inconfortable tomba sur la table. Emma pouvait sentir Ethan la fixer, des questions se formant derrière ses yeux qu'elle ne pouvait pas répondre, même s'il les posait à voix haute. Après le dîner, Ethan envoya Lily à l'étage pour se préparer pour le lit. Alors qu'Emma aidait à débarrasser la vaisselle, une mémoire musculaire qu'elle ne questionna pas, Ethan prononça finalement les mots qui avaient plané entre eux toute la soirée. « Vous ressemblez exactement à ma défunte femme Sarah. » Emma posa l'assiette qu'elle tenait. « J'ai compris que ce n'est pas seulement une ressemblance, c'est... » Il passa une main dans ses cheveux. « C'est étrange, la cicatrice, vos manières, même la façon dont vous pliez votre serviette. Lily pense que c'est vous. »« Je ne le suis pas, » dit Emma fermement. « Je suis désolé pour votre perte, mais je ne suis pas qui que vous pensiez que je suis. »« Je sais ça, » dit Ethan rapidement. « Logiquement, je sais ça. Sarah est décédée il y a 6 mois. Cancer, c'était agressif et soudain. » Le mot cancer envoya une autre secousse à travers Emma, un éclair de mur blanc d'hôpital, le bip des machines. Elle saisit le bord du comptoir pour se stabiliser. « Ça va? » Ethan se déplaça vers elle, concerné. « Bien, réussit-elle. Juste fatiguée? » Il hocha la tête, bien que ses yeux montrèrent qu'il ne la croyait pas. « Je sais que c'est étrange, mais envisageriez-vous de rester quelques jours, juste jusqu'à ce que la vague de froid passe? La chambre d'amis est à vous si vous la voulez. » Emma aurait dû dire non. La chose intelligente, la chose sûre serait de partir maintenant et de ne jamais regarder en arrière. Mais la pensée de retourner dans les rues, au froid, et à la faim et à la peur constante la fit hésiter. « Pourquoi faites-vous cela? » demanda-t-elle. Ethan considéra la question. « Honnêtement, je ne suis pas entièrement sûr. Peut-être parce que Lily a tout de suite accroché avec vous. Peut-être parce que je travaille en santé communautaire et aider les gens est ce que je fais. Ou peut-être parce que je lui ressemble, Emma finit pour lui. C'est une partie de cela, admit-il, mais pas de la façon dont vous le pensez. Quand je vous ai vu aujourd'hui, c'était comme si l'univers nous donnait un signe. Non pas pour remplacer Sarah. Personne ne pourrait jamais faire ça, mais pour aider quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui, pour une raison quelconque, ait croisé notre chemin au moment exactement juste. Sa sincérité était désarmante. Emma avait appris à se méfier de la gentillesse. Elle venait généralement avec des conditions, avec des attentes qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas satisfaire. Mais quelque chose chez Ethan Mitchell semblait différent, sûr d'une manière ou d'une autre. 3 jours, dit-elle finalement, juste jusqu'à ce que le temps s'améliore. Cette nuit-là, allongée dans le lit doux de la chambre d'amis, Emma fixa le plafond et tenta de donner un sens aux événements de la journée. La pièce confortable était si éloignée des matelas en carton et des lits de refuge auxquels elle était habituée que le sommeil semblait impossible. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des éclairs d'images inconnues. Un cheval, un vélo rouge, une femme aux cheveux gris souriante. Vers minuit, elle entendit de petits pas dans le couloir. Puis sa porte s'entr'ouvrit. Lily se tenait là en pyjama licorne, serrant un lapin en peluche. « J'ai fait un mauvais rêve », murmura la petite fille. « Je peux entrer ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, Lily avait grimpé sur le lit et s'était blottie contre elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.
Emma se figea, incertaine de quoi faire avec cette petite personne confiante qui sentait le shampoing à la fraise et l'enfance. « Tu n'es pas vraiment ma maman, n'est-ce pas? » demanda Lily d'une voix endormie. « Non, ma chérie, je ne le suis pas, » répondit Emma. Le terme affectueux s'échappant sans plan. « Mais tu ressembles tellement à ces photos, » bâilla Lily. « Papa les garde dans une boîte sous son lit parce que ça le rend trop triste de les voir. Il pense que je ne sais pas, mais je sais. » Emma sentit quelque chose se fendre à l'intérieur de sa poitrine. « Je suis désolée pour ta maman. »« C'est bon, c'est un papillon maintenant, » marmonna Lily, ses yeux se fermant. « Mais parfois, elle me manque encore quand elle me lit des histoires. » Sans y penser, Emma commença à caresser les cheveux de l'enfant. Il était une fois, se retrouva-t-elle à dire, une petite fille qui aimait les papillons. L'histoire vint de nulle part, coulant d'elle comme si elle l'avait racontée sans faux pas. Au moment où elle eut fini, Lily dormait profondément, sa petite main serrant le pull emprunté d'Emma. Dans l'embrasure de la porte, inaperçu par elle deux, Ethan se tenait à regarder, un étrange mélange d'émotions sur son visage. Il était venu vérifier Lily après avoir trouvé son lit vide, seulement pour découvrir cette scène à la fois déchirante et réparatrice. La femme qui ressemblait à sa femme, réconfortant sa fille avec une histoire que Sarah avait inventée, une histoire qu'Emma ne pouvait pas connaître. Alors qu'il se retirait discrètement dans sa chambre, Ethan prit une décision. Demain, il commencerait à chercher des réponses parce que soit Emma était la coïncidence la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée, soit il y avait quelque chose de plus à sa présence dans leur vie, quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Pendant ce temps, Emma s'endormit enfin, ses rêves différents cette nuit. Au lieu des fragments habituels de peur et de confusion, elle rêva de papillons émergeant de chrysalides, d'une petite fille riant, d'un sentiment d'appartenance qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais ressenti auparavant. Quand le matin vint, elle se réveilla pour trouver Lily toujours blottie contre elle, et pour la première fois depuis des années, Emma ne ressentit pas immédiatement le besoin de fuir. Les 3 jours promis s'étirèrent en une semaine, puis 2. Le froid mordant de février fournit l'excuse, mais Ethan savait que c'était plus que cela. Il y avait quelque chose de presque miraculeux à voir Lily s'épanouir en présence d'Emma. Sa fille souriait plus, parlait plus, semblait plus la petite fille qu'elle avait été avant que la maladie de Sarah n'ait jeté sa longue ombre sur leur vie. Quant à Emma, elle restait un mystère enveloppé de contradictions. Certains jours, elle était distante et fatiguée, sursautant au bruit fort et reculant quand quelqu'un bougeait trop vite près d'elle. D'autres jours, elle affichait des éclairs de confiance et d'humour qui rappelaient si douloureusement Sarah à Ethan qu'il devait quitter la pièce pour se composer. Ce matin-là, Ethan était assis dans son bureau au Massachusetts General, fixant son écran d'ordinateur, mais ne voyant rien. Il avait annulé ses réunions, prétextant une urgence familiale. D'une certaine manière, c'était vrai. Le kit de test ADN qu'il avait commandé était arrivé hier, et il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Un coup à sa porte brisa sa rêverie. Occupée à broyer du noir, Claire Thompson s'appuya contre le chambranle de la porte, ses cheveux roux parfaitement coiffés comme toujours. Mais en tant que directrice des relations publiques de l'hôpital, l'apparence de Claire était aussi polie que ses communiqués de presse. « Juste en train de penser », répondit Ethan, forçant un sourire. Claire était sa collègue depuis des années, et avant Sarah, ils avaient eu une brève connexion intense qui n'était jamais tout à fait devenue une relation. Depuis qu'il était devenu veuf, il avait remarqué son intérêt renouvelé, bien qu'il n'ait rien fait pour l'encourager. À propos de votre mystérieuse invitée, Claire entra dans le bureau, fermant la porte derrière elle. Les infirmières parlent. Apparemment, elle est venue avec vous au bilan de santé de Lily hier. Ethan soupira. Les potins du hôpital voyageaient plus vite que toute maladie. Emma reste avec nous temporairement. Elle avait besoin d'un endroit pour se remettre sur pied. Emma, répéta Claire, testant le nom. Pas de nom de famille? Pas qu'elle ait partagé.
Les sourcils parfaitement dessinés de Claire se levèrent. Et vous laissez une femme sans abri, sans nom de famille, vivre avec votre fille de 8 ans? Cela ne ressemble pas au prudent Ethan Mitchell que je connais. Il y avait une véritable inquiétude dans sa voix, ce qui rendait sa critique plus difficile à ignorer. Claire avait été l'une des rares collègues à l'avoir vraiment soutenue pendant la maladie de Sarah, apportant des repas et même gardant Lily pendant certains des pires séjours à l'hôpital. C'est compliqué, dit finalement Ethan. Peu compliqué pour moi. Claire s'assit sur le bord de son bureau. Parce que les gens parlent d'Ethan, et en tant que personne qui tient à vous, je suis inquiète. Un instant, Ethan considéra de lui dire la vérité sur la ressemblance étrange d'Emma avec Sarah, sur la cicatrice, sur l'histoire du papillon qu'elle ne pouvait pas connaître. Mais quelque chose le retint. Claire n'avait jamais entièrement compris sa relation avec Sarah. Il y avait toujours eu un sous-courant de ressentiment, bien que Claire ait essayé de le cacher. Elle avait besoin d'aide et j'étais en position de l'offrir, dit-il à la place. C'est tout. Claire l'étudia un long moment. Si vous le dites, soyez juste prudent, d'accord? Tout le monde ne mérite pas votre gentillesse. Elle se leva pour partir, puis marqua une pause. La réunion du conseil sur le nouveau centre de proximité est demain. Serez-vous là ou devrais-je encore vous trouver des excuses? Je serai là, promit Ethan, bien qu'en vérité, il avait complètement oublié la réunion. Après le départ de Claire, Ethan sortit son téléphone et ouvrit la galerie de photos. Il avait évité de regarder des photos de Sarah, mais maintenant il fit défiler jusqu'à une prise environ 1 an avant son diagnostic. Sarah à la fête du 7e anniversaire de Lily, riant alors qu'elle aidait leur fille à souffler les bougies. Il la compara à la photo subreptice qu'il avait prise d'Emma hier, alors qu'elle lisait à Lily sur le canapé du salon. La ressemblance dépassait l'étrange. C'était comme si Sarah était en quelque sorte sortie du passé, mais avec des yeux qui contenaient des ombres au lieu de lumière. Quand Ethan arriva chez lui ce soir-là, il trouva Emma et Lily dans la cuisine préparant le dîner. La domesticité de la scène l'arrêta net. « Nous faisons les spaghettis de Sarah », annonça fièrement Lily. « Emma sait comment. » Emma leva les yeux, un soupçon d'alarme dans les yeux. « J'ai juste suivi les instructions de Lily. Elle a dit que sa maman ajoutait toujours de la cannelle à la sauce. »« Elle le faisait, » confirma Ethan, posant son porte-document. La sauce spaghetti signature de Sarah contenait en effet une pincée de cannelle, un ingrédient secret que sa grand-mère lui avait appris, un qu'elle n'avait jamais écrit dans aucune recette. « J'ai besoin de vous parler plus tard, » dit-il à Emma, gardant sa voix décontractée pour le bien de Lily, à propos de paperasse pour le programme de santé communautaire. Emma hocha la tête, la compréhension passant in entre eux. Elle savait qu'il voulait des réponses autant qu'elle. Après le dîner, et après que Lily fut couchée, ils s'assirent à la table de la cuisine, le kit de test aide in entre eux. Emma le fixa, son visage illisible. « Vous pensez que je lui suis lié d'une manière ou d'une autre, » dit-elle. Finalement, ce n'était pas une question. « Je pense que c'est une possibilité que nous devrions explorer, » répondit Ethan prudemment. « La ressemblance physique est extraordinaire. Et il y a d'autres choses, manières, habitudes, des choses que vous ne pourriez pas savoir mais que vous savez d'une manière ou d'une autre, comme la cannelle dans la sauce spaghetti, comme l'histoire de papillon que vous avez racontée à Lily cette première nuit. C'était l'histoire de Sarah. Elle l'a inventée pour Lily quand elle avait 4 ans. » Les mains d'Emma tremblèrent légèrement. « Je ne me souviens pas où je l'ai entendu. C'est juste sorti. »« Voulez-vous faire le test? » demanda Ethan doucement. Emma fixa le kit un long moment. « Que se passe-t-il si cela montre une correspondance? Et si je suis lié à votre femme d'une manière ou d'une autre? Alors nous avons plus de réponses que nous n'en avons maintenant. Et si je ne le suis pas? » Ethan rencontra son regard. « Alors vous êtes toujours la bienvenue ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Ce n'est pas conditionnel, Emma. » Après un moment d'hésitation, Emma hocha la tête. « D'accord. » Le test était simple. Un frottis-boucard scellé dans un tube,
puis emballés pour une livraison de nuit. Ethan avait payé un supplément pour un traitement accéléré, bien que les résultats prendraient encore au moins une semaine. Après avoir envoyé l'échantillon, Ethan se retrouva attiré par le grenier vers des boîtes qu'il n'avait pas ouvertes depuis le décès de Sarah. Parmi elles se trouvait un conteneur de vieux documents de famille, certificats de naissance, licence de mariage, album photo. Il avait évité cette boîte en particulier, mais maintenant il la sortit et commença à en examiner méthodiquement le contenu. Sarah avait été adoptée enfant, quelque chose qu'elle n'avait jamais caché mais rarement discuté. Ses parents adoptifs l'avaient aimée profondément, mais ils étaient décédés avant qu'Ethan ne la rencontre, laissant Sarah avec peu de lien avec son passé. Elle n'avait jamais exprimé beaucoup d'intérêt à trouver sa famille biologique, disant que ses parents adoptifs étaient toute la famille dont elle avait besoin. Maintenant, Ethan se demanda si c'était toute la vérité. Au fond de la boîte, il trouva un dossier intitulé « Dossier d'adoption ». À l'intérieur se trouvaient quelques documents que Sarah avait conservés, son certificat de naissance modifié, des papiers légaux et une enveloppe scellée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était adressée à Sarah d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas, avec à ouvrir seulement si vous souhaitez savoir, écrit en travers de la face avant. Les mains d'Ethan tremblèrent alors qu'il tenait l'enveloppe. L'ouvrir ressemblait à une violation de la vie privée de Sarah. Pourtant, ne pas l'ouvrir pourrait signifier refuser à Emma et Lily les réponses qu'elles méritaient. Après un long débat interne, il brisa délicatement le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 15 ans et une photographie jaunie. « Très chère Sarah », commença la lettre, « si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez des questions sur vos origines auxquelles je ne peux plus éviter de répondre. J'ai respecté votre souhait de ne pas discuter de votre adoption toutes ces années. Mais il y a une vérité que je pense que vous devriez savoir, si jamais vous souhaitez chercher votre famille biologique. » Le cœur d'Ethan battit la chamade alors qu'il lisait le reste de la lettre de la mère adoptive de Sarah. La photographie glissa des pages sur ses genoux. Une image d'hôpital de 2 nouveaux-nés identiques en tout point. Des jumelles. Sarah avait été une jumelle. Selon la lettre, la mère biologique avait été très jeune et incapable de s'occuper de 2 bébés. Elle avait pris la décision déchirante d'en placer un pour adoption, Sarah, tout en gardant l'autre enfant. La mère adoptive de Sarah avait appris cette information des années plus tard, mais avait respecté le désintérêt de Sarah pour sa famille biologique en la gardant pour elle-même, n'écrivant cette lettre qu'au cas où Sarah changerait d'avis. Ethan s'adossa, son esprit en pleine effervescence. Emma pourrait-elle être la sœur jumelle de Sarah? Le timing fonctionnait. Toutes 2 auraient de la trentaine maintenant. La ressemblance physique était exacte et cela expliquerait les manières partagées, peut-être même les fragments de souvenirs qui semblaient faire surface chez Emma sans contexte. Mais si cela était vrai, comment Emma s'était-elle retrouvée sans abri, sans aucun souvenir de son passé? Que s'était-il passé pour la séparer non seulement de Sarah, mais aussi de leur mère biologique? Alors qu'Ethan repliait soigneusement la lettre, il entendit un son derrière lui. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte du grenier, le regardant avec des yeux illisibles. « Je me souviens d'escaliers comme ceux-ci, » dit-elle doucement, « en bois avec une fenêtre en haut qui faisait des motifs sur le sol quand le soleil la frappait, juste comme il faut. » Elle désigna la petite fenêtre ronde du grenier par laquelle la lumière de la lune filtrait maintenant. « Emma, » dit Ethan, sa voix épaissie par l'émotion. Je crois que j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Les résultats ADN arrivèrent plus vite que prévu. 5 jours après la soumission, livré à l'email d'Ethan avec une simple notification. Vos résultats sont prêts. Il fixa l'écran de son téléphone, soudain hésitant à ouvrir le message qui pourrait tout changer. Emma s'était retirée depuis leur découverte dans le grenier. La photographie des bébés jumeaux et la lettre de la mère adoptive de Sarah l'avait profondément secouée. Elle avait passé des heures à fixer l'image, passant ses doigts sur des visages des nourrissons comme si elle essayait d'absorber une vérité à travers ses doigts. « Je ne me souviens pas d'avoir eu une sœur, avait-elle dit,
Sa voix creuse. Je ne me souviens de rien avant Philadelphie. Maintenant, alors qu'Ethan était assis dans son bureau avec les résultats ADN en attente d'être consultés, il se demanda s'il faisait une erreur. Et si la vérité était plus douloureuse que l'ignorance, mais ils étaient allés trop loin pour revenir en arrière. Il ouvrit l'email, cliqua sur le lien et entra le mot de passe. L'écran se chargea, affichant un simple message. Correspondance ADN, 99,9% de probabilité d'une relation de jumeaux identiques. Ethan expira lentement. C'était vrai. Emma était la sœur jumelle identique de Sarah. La probabilité statistique qu'un doppelganger aussi parfait soit un étranger était virtuellement nulle. Mais voir la confirmation scientifique lui coupa encore le souffle. La porte du bureau s'ouvrit et Claire entra sans frapper. Le conseil demande ses projections budgétaires pour le... Elle s'arrêta, remarquant son expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan ferma rapidement l'onglet du navigateur. Rien, juste des affaires personnelles. Claire inclina la tête, peu convaincue. Vous êtes distrait depuis des semaines, Ethan, depuis que vous avez recueilli cette femme. Son nom est Emma, corrigea-t-il automatiquement. Emma, répéta Claire avec une tension autour de sa bouche, qui n'est toujours pas partie d'après ce que j'entends. Elle aide avec Lily, ça a été bon pour elle les deux. Et pour vous? La voix de Claire s'adoucit légèrement. Ethan, je suis préoccupé. Ce n'est pas votre genre d'amener une étrangère chez vous, de vous attacher si vite, surtout quelqu'un avec son passé. Son passé? Qu'est-ce que vous savez de son passé? Demanda Ethan, soudain alerte. Claire hésita. Juste ce que tout le monde peut voir. Elle était sans abri, peut-être mentalement malade. Elle ne vous concerne en rien, interrompit Ethan, plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Claire serait dit. En tant qu'ami et collègue, je dirais que votre bien-être est absolument ma préoccupation, surtout lorsque vos décisions affectent votre travail. Elle désigna la pile de documents non signés sur son bureau. La proposition du centre de proximité doit être soumise avant vendredi, et vous n'avez même pas examiné le projet final. La culpabilité l'envahit. Elle avait raison quant à la souffrance de son travail. L'apparition mystérieuse d'Emma dans leur vie avait consommé son attention, et les devoirs administratifs de l'hôpital, qui avaient autrefois été son centre d'intérêt, semblaient maintenant distants et sans importance. « Je l'aurais fait », promit-il. L'expression de Claire s'adoucit. « Laissez-moi vous aider, Ethan, avec la proposition, avec Lily, avec tout ce dont vous avez besoin, comme j'ai essayé de le faire après Sarah. » Elle s'interrompit, puis tendit la main sur le bureau pour toucher la sienne. « Vous n'avez pas à tout faire seul. » Le geste était gentil, familier. Claire avait en effet été là pour lui pendant certains de ces moments les plus sombres après le décès de Sarah. Pourtant, quelque chose dans son ton le mit mal à l'aise, une possessivité qui n'avait pas été là avant. Ou peut-être ne l'avait-il simplement pas remarqué. « Merci, dit-il doucement, retirant sa main. Mais nous nous en sortons. » Le sourire de Claire n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, rappelez-vous juste qui sont vos vrais amis, Ethan. » Elle se dirigea vers la porte puis marqua une pause. « Au fait, il y a une journaliste qui appelle à propos de votre programme de santé communautaire. Rebecca Daniels, du Boston Chronicle. Je lui ai dit que vous n'étiez pas disponible, mais elle semble persistante. » Après le départ de Claire, Ethan prit son téléphone pour appeler Emma, puis hésita. Ce n'était pas une nouvelle à énoncer par téléphone. Il avait besoin de voir son visage quand il lui dirait la vérité sur qui elle était. Il quitta le travail tôt, s'arrêtant dans une petite boulangerie pour acheter des cupcakes pour Lily, une sorte de célébration, bien qu'il ne sût pas comment expliquer à une enfant de 8 ans que la femme vivant avec eux était la sœur jumelle identique de sa mère. Quand il arriva à la maison, cependant, la maison était vide. Une note sur le comptoir de la cuisine, écrite de la main soigneuse d'Emma, expliquait qu'elle avait emmené Lily à la bibliothèque pour enfants pour l'heure du conte. La domesticité de cela fit sourire Ethan malgré son anxiété concernant les résultats ADN. Il utilisa ce temps seul pour rassembler ses pensées et préparer comment d'annoncer la nouvelle à Emma.
En attendant, il reprit sa recherche dans les vieux documents de Sarah, cherchant des indices supplémentaires sur sa famille biologique. Il devait y avoir plus d'informations quelque part, un nom, une adresse, quelque chose qui pourrait les aider à comprendre comment Emma s'était retrouvée dans les rues sans aucun souvenir de son passé. Dans un dossier de papier personnel de Sarah, il trouva une enveloppe contenant un acte de propriété, une petite maison dans l'ouest du Massachusetts qui avait appartenu à la grand-mère adoptive de Sarah. Sarah l'avait héritée des années auparavant, mais n'avait jamais voulu la visiter ou la vendre, disant qu'elle contenait trop de souvenirs difficiles. Ethan avait complètement oublié la propriété. Alors qu'il étudiait l'acte, quelque chose remua dans sa mémoire. Sarah avait mentionné une fois, en passant, que sa grand-mère avait été la gardienne des secrets de famille. Si quelqu'un savait d'où je venais, avait-elle dit, cela aurait été grand-mère Rose. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant brissa sa concentration. La voix excitée de Lily résonna dans la maison, suivie par les tons plus calmes d'Emma. « Papa, Emma m'a aidé à trouver des livres sur les papillons. » Lily entra en sautillant dans le bureau, les bras pleins de livres colorés de la bibliothèque, et elle savait exactement où chercher, comme maman le faisait toujours. Emma suivit plus lentement, croisant le regard d'Ethan avec une question dans le sien. La bibliothécaire se souvenait de Sarah, dit-elle doucement. Elle a d'abord pensé que c'était moi. Ethan hocha la tête. Cela va arriver souvent, j'ai peur. Il se tourna vers Lily. Ma chérie, pourquoi ne montez-vous pas vos livres à l'étage un instant? J'ai besoin de parler à Emma de choses d'adultes. Lily fit la moue mais obéit, surtout quand elle aperçut la boîte de la boulangerie sur le comptoir. « Je peux avoir un cupcake après? »« Un après le dîner, » promit Ethan. Quand Lily fut à l'étage, Ethan fit signe à Emma de s'asseoir. Les résultats ADN sont arrivés. Emma se tendit visiblement. « Et c'est une correspondance. Vous et Sarah étiez des jumelles identiques. » Emma expira lentement, ses yeux se fermant un instant. Quand elle les rouvrit, ils scintillaient de larmes non versées. Alors, je n'imaginais pas des choses, les fragments de mémoire, la familiarité de certains endroits. Ils sont réels. Ethan confirma. Vous et Sarah avez été séparés étant bébés. Selon une lettre de sa mère adoptive, votre mère biologique a gardé un bébé, vraisemblablement vous, et a donné Sarah en adoption. Mais cela n'explique pas comment je me suis retrouvé. Emma fit un geste vague, incapable de formuler les circonstances dans lesquelles Ethan l'avait trouvé. Non, cela n'explique pas, concéda-t-il. Mais je crois que je sais où nous pouvons trouver plus de réponses. Sarah a hérité d'une maison de sa grand-mère adoptive. Elle n'a jamais voulu la visiter, mais elle y a conservé tous les documents de famille. S'il y a des informations sur votre mère biologique, elle pourrait être dans cette maison. Vous voulez y aller? La voix d'Emma contenait autant d'espoir que de peur. Je pense que nous devrions. C'est à environ 3 heures de route des Bachs. Nous pourrions y aller ce week-end et faire une excursion d'une journée avec Lily. Emma regarda ses mains, qui avaient commencé à trembler légèrement. Et si je n'aime pas ce que nous trouvons? Et si savoir est pire que ne pas savoir? Ethan tendit la main par-dessus la table et couvrit ses mains des siennes. Alors nous y ferons face ensemble. Vous n'êtes plus seule, Emma. La simple déclaration la frappa. Comme une force physique, pas seule. Après des années à survivre dans les rues, à ne faire confiance à personne, à être invisible pour le monde, elle avait soudainement un lien avec Sarah, avec Lily, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, avec Ethan lui-même. « D'accord, murmura-t-elle, allons trouver mon passé. » Cette nuit-là, après que Lily fut endormie, Emma s'assit sur le bord de son lit dans la chambre d'amis, fixant la photographie des bébés jumeaux. Sarah et elle-même nouveau-nés avant que la vie ne les ait emmenés dans des directions si radicalement différentes. L'une vers une famille adoptive aimante, l'éducation, le mariage, la maternité. L'autre vers quoi? Les lacunes de sa mémoire s'étendaient devant elle comme un abîme sombre.
Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Ethan entra portant une petite boîte. « J'ai trouvé autre chose, dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Sarah a tenu un journal pendant la majeure partie de sa vie. Je n'ai pas pu me résoudre à les lire après qu'elle fut partie, mais j'ai pensé que vous pourriez vouloir. » Emma prit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs journaux reliés en cuir, chacun daté méticuleusement sur le dos. « Elle a commencé à écrire quand elle avait 12 ans, expliqua Ethan. Elle disait que cela l'aidait à traiter ses sentiments concernant son adoption. Peut-être que ces mots peuvent vous aider à combler certains des blancs. » Emma toucha l'un des journaux avec révérence. « Merci pour ça. » Ethan hocha la tête, puis hésita avant de parler à nouveau. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Ma collègue à l'hôpital, Claire, elle semble inhabituellement intéressée par vous. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais cela me met mal à l'aise. Si elle vous approche, soyez prudente avec ce que vous dites. »« Vous ne lui faites pas confiance ?» demanda Emma, surprise. « Je ne suis pas sûr, » admit Ethan. « Elle a été très solidaire après le décès de Sarah, mais dernièrement, il secoua la tête. « Soyez juste prudente, c'est tout. » Après le départ d'Ethan, Emma ouvrit le plus ancien journal, daté de 23 ans plus tôt. L'écriture adolescente de Sarah remplissait les pages détaillant les drames ordinaires du collège, aux côtés de réflexions plus profondes sur l'identité et l'appartenance. Parfois, je rêve d'elle. Une entrée disait « Ma mère biologique, j'imagine qu'elle avait une bonne raison de me donner. Papa dit qu'elle était probablement très jeune et ne pouvait pas s'occuper d'un bébé. Mais dans mon rêve, elle me cherche et je la cherche et nous nous manquons de peu. Je me réveille avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose que je n'ai jamais eu. » Emma sentit les larmes glisser sur ses joues en lisant les mots de sa jumelle. Sarah s'était interrogée sur sa famille biologique malgré ce qu'elle avait dit à Ethan. Et quelque part dans ses réflexions se trouvaient peut-être des indices sur le propre passé oublié d'Emma. Elle lut tard la nuit, absorbant la vie de Sarah à travers ses mots écrits. Et à l'approche de l'aube, Emma s'autorisa enfin à espérer que le voyage à la maison de la grand-mère pourrait être la clé pour déverrouiller non seulement l'histoire de Sarah, mais aussi la sienne. La maison dans les partages de boîtes se dressait comme une sentinelle contre le temps. Son architecture victorienne, un contraste saisissant avec le monde moderne qui avait grandi autour d'elle. Alors qu'Ethan garait la voiture dans l'allée en gravier, Emma sentit une étrange sensation de déjà-vu l'envahir. Le porche enveloppant avec sa peinture blanche écaillée, la fenêtre en vitrail au-dessus de la porte d'entrée, le chêne ancien dominant la cour latérale. Tout cela semblait étrangement familier. « Ai-je déjà été ici ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Ethan. Il la regarda alors qu'il coupait le moteur. « Sarah n'est venue ici qu'une fois après notre mariage. Elle disait que ça lui donnait des cauchemars. » Sur le siège arrière, Lily détacha sa ceinture de sécurité, impatiente d'explorer. « On dirait une maison de conte de fées. Je peux entrer? » « Dans une minute, ma chérie, » dit Ethan, tendant la main vers les clés qu'il avait trouvées dans les documents de Sarah. « Laisse-moi d'abord m'assurer que tout va bien. » L'air à l'intérieur était vicié, épais de poussière et de souvenirs. Des draps drapés sur les meubles, créant des silhouettes fantomatiques dans la lumière tamisée, filtrant à travers de lourds rideaux. Ethan se déplaçait dans les pièces, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, tandis qu'Emma restait figée dans l'entrée, submergée par des éclairs de reconnaissance. « La cuisine est par là, » dit-elle soudainement, pointant d'une porte fermée. « Et à l'étage, la troisième chambre a du papier peint avec des roses. » Ethan la regarda. « Comment saviez-vous cela? » Emma secoua la tête, confuse. « Je ne sais pas, c'est juste venu à moi. »« Je peux explorer maintenant? » demanda Lily déjà à mi-chemin de l'escalier qui grinçait. « Restez où nous pouvons vous entendre, » lui cria Ethan, puis se tourna vers Emma. La grand-mère de Sarah avait un bureau à l'arrière de la maison. S'il y a des documents sur l'adoption ou la famille biologique, ils y seraient probablement.
Le bureau était une petite pièce bordée de bibliothèques et dominée par un bureau ancien. Plus révélateur cependant étaient les photographies couvrant les murs. Des générations d'histoires familiales affichées par ordre chronologique. Ethan et Emma se déplaçaient lentement dans la pièce, étudiant les images. « Voici Sarah adolescente », dit Ethan, pointant une photo d'une jeune fille en robe de graduation. « Et ce doivent être ses parents adoptifs. » Emma hocha la tête, ses yeux fixés sur une photo plus ancienne, une femme d'apparence sévère tenant un bébé. « C'est la grand-mère de Sarah, Rose. » Le nom lui vint sans être sollicité, comme tant d'autres fragments depuis qu'elle était entrée dans la maison. « Comment saviez-vous son nom? » demanda doucement Ethan. « Je ne sais pas, » admit Emma. « C'est comme si des parties de ma mémoire se réveillaient, mais seulement par morceaux. » Ils commencèrent à chercher dans les tiroirs du bureau et les classeurs, cherchant tout ce qui était lié à l'adoption de Sarah. Dans le tiroir inférieur d'un vieux classeur, sous des couches de paperasse banale, ils trouvèrent une boîte métallique verrouillée. « La clé doit être quelque part ici, » dit Ethan, regardant autour de lui. Emma se dirigea vers un petit tableau au mur, une aquarelle d'un phare sur une côte rocheuse. Sans hésitation, elle le souleva, révélant une petite clé scotchée au dos du cadre. « Comment avez-vous... » commença Ethan. « Je ne sais pas, » murmura Emma, sa voix tremblante. « Je savais juste. » La clé s'adapta parfaitement. À l'intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs enveloppes, des certificats de naissance et un journal en cuir usé. Emma sortit l'enveloppe du dessus adressée simplement « Pour Sarah quand elle sera prête ». Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit et commença à lire la lettre à l'intérieur. « Ma très chère petite fille, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin décidé de chercher tes origines. Quelque chose que j'ai toujours espéré que tu ferais quand le moment serait venu. Ce que je suis sur le point de te dire, je l'ai gardé secret à la demande de tes parents, croyant que c'était pour ta protection. Tu n'as pas simplement été donné en adoption par une mère trop jeune pour s'occuper de toi. La vérité est bien plus compliquée. » Emma continua de lire à voix haute, sa voix devenant instable à mesure que la lettre révélait la vérité. Sarah et sa sœur jumelle étaient nées d'une jeune fille de 17 ans nommée Catherine Winters. Catherine avait l'intention de garder les deux bébés, mais ses parents, des gens riches et soucieux de leur image, l'avaient forcée à en donner un en adoption pour éviter un scandale. Catherine avait choisi de garder Emma, la première-née, et avait, à contre-cœur, permis à Sarah d'être adoptée par un couple que la famille Winters connaissait par des liens religieux. 2 ans plus tard, continua la lettre, Catherine disparut avec bébé Emma. Ses parents les signalèrent comme disparus, mais l'affaire fut classée sans suite. La famille Winters utilisa son influence pour que l'histoire ne paraisse pas dans les journaux, craignant un nouveau scandale. Ils n'informèrent jamais des parents adoptifs de la disparition de Catherine, leur permettant de croire qu'elle avait simplement refait sa vie. Les mains d'Emma tremblèrent si fort qu'Ethan lui prit doucement la lettre. Rose écrit qu'elle n'a appris toute l'histoire que des années plus tard, résuma-t-il, parcourant les pages restantes. Les parents de Catherine ont finalement admis que Catherine avait montré des signes de maladie mentale avant de disparaître avec Emma. Ils lui faisaient une pression pour qu'elle donne aussi le 2e bébé, ce qui pourrait avoir déclenché sa disparition. « Alors, ma mère m'a prise et s'est enfuie, » murmura Emma. « Mais que s'est-il passé après ça? Comment me suis-je retrouvée dans les rues sans aucun souvenir? » Ils trouvèrent d'autres indices dans le journal en cuir. Rose avait continué à enquêter sur la disparition de Catherine bien après que la police eut abandonné l'affaire. Ses notes documentaient de possibles observations dans plusieurs États, ainsi que des coupures de journaux sur une femme et un enfant correspondant à leur description vivant brièvement dans divers refuges. La dernière entrée, datée juste 1 an avant le décès de Rose, décrivait une piste possible à Philadelphie. Une femme ressemblant à une Catherine, vieillie, travaillant comme serveuse dans un restaurant, mais aucun signe de sa fille. « Philadelphie, » dit Emma doucement, « c'est là que mes premiers souvenirs clairs commencent.
J'étais déjà adulte à ce moment-là, vivant déjà dans les rues. Papa, Emma, venez voir ce que j'ai trouvé, appela la voix de Lily de l'étage. Ils suivirent sa voix jusqu'à une petite chambre avec du papier peint rose fané exactement comme Emma l'avait décrite. Lily se tenait près d'une vieille commode, tenant d'un album photo poussiéreux. Il y a des photos de deux bébés qui se ressemblent, dit-elle, ouvrant l'album pour leur montrer. Les photographies à l'intérieur documentaient ce qui semblait être des rencontres secrètes de Rose avec Catherine et bébé Emma à divers endroits. Les dates s'étalaient sur plusieurs années, montrant Emma passant de nourrisson à tout petit à jeune enfant d'environ 5 ans. Elle est restée en contact avec votre mère, réalisa Ethan. Rose aidait Catherine à rester cachée jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, dit Emma doucement, tournant les dernières pages de l'album. La dernière photo montrait Catherine l'air mince et anxieuse, ses yeux ayant une qualité frénétique qui n'était pas présente sur les images précédentes. À côté d'elle, la petite Emma, environ 6 ans, semblait solennelle et méfiante. Écrit au dos se trouvait une seule ligne. Catherine refuse encore l'aide, peur qu'Emma soit enlevée. Les pièces commençaient à former une image tragique cohérente. Catherine, souffrant d'une maladie mentale non traitée, s'était enfuie avec Emma pour la protéger de la famille qui l'avait déjà forcée à abandonner une fille. Rose les avait secrètement soutenus pendant des années. Mais la condition de Catherine s'était finalement détériorée au-delà de la capacité de Rose à l'aider. « Je pense que je comprends maintenant, » dit Emma, s'asseyant lourdement sur le bord du lit. « Ma mère était malade. Nous courions toujours, nous nous cachions toujours, et à un certain point quelque chose s'est passé qui nous a séparés. Quelque chose d'assez traumatisant pour fracturer mes souvenirs. Un traumatisme crânien pourrait expliquer la perte de mémoire, suggéra doucement Ethan. Vous et Sarah aviez toutes les deux cette cicatrice. Emma toucha la marque cachée sous sa ligne de cheveux. Alors, ce n'était pas un accident d'équitation. Les parents de Sarah ont peut-être créé cette histoire pour expliquer la cicatrice qu'elle avait quand ils l'ont adoptée, spécula Ethan. Mais pour vous? Emma ferma les yeux, se concentrant. Je me souviens de fer, de pneus crissants, ma mère me poussant hors du chemin, ses yeux s'ouvrirent en grand. Nous avons été frappés par une voiture. Elle m'a poussé au dernier moment, mais je me suis quand même cogné la tête sur le trottoir. « Et votre mère ?» demanda doucement Ethan. Emma secoua la tête, les larmes remplissant ses yeux. « Je ne sais pas. Tout après cela est un flou jusqu'à Philadelphie des années plus tard. J'ai dû être placé en famille d'accueil ou peut-être me suis-je enfui. Je ne me souviens juste pas. Peut-être que nous pouvons le découvrir, » dit Ethan, lui prenant la main. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé et où chercher, nous pouvons rechercher des dossiers de l'accident, des documents d'aide sociale, tout ce qui pourrait combler les lacunes. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa? » demanda Lily, les regardant avec inquiétude. « Est-ce qu'Emma est triste à cause des photos? » Ethan serra sa fille dans un doux câlin. « Emma vient d'apprendre des choses importantes sur son passé, ma chérie. Parfois, cela peut faire surgir des sentiments tristes, mais c'est aussi bon de connaître la vérité. »« Comme quand tu m'as dit la vérité sur la maladie de maman? » demanda Lily. « Quelque chose comme ça. » Ethan acquiesça, sa voix épaissie par l'émotion. Alors qu'il se préparait à quitter la maison, Emma s'attarda dans la chambre au papier peint rose, absorbant les fragments de mémoire qui continuaient à faire surface. Cette maison contenait des morceaux de son passé, un passé lié à Sarah d'une manière qu'aucune d'elles n'avait jamais connue. Sarah avait évité cet endroit, peut-être sentant les vérités douloureuses qu'il contenait. Mais pour Emma, c'était le premier lien solide avec sa propre histoire. « Nous pouvons revenir, » dit Ethan depuis l'embrasure de la porte. « Prendre plus de temps pour tout examiner correctement. » Emma hocha la tête, ramassant l'album photo et le journal pour les emporter avec eux. « J'aimerais ça. » Le trajet de retour à Boston fut plus calme, chacun d'eux perdu dans ses propres pensées. Lily finit par s'endormir sur le siège arrière.
serrant d'une petite figurine en porcelaine d'un papillon que Rose avait gardé sur sa table de chevet, un trésor qu'Ethan lui avait permis de prendre comme souvenir. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda Emma doucement, regardant la campagne du Massachusetts défiler par la fenêtre. « Maintenant, nous continuons à chercher, » répondit Ethan. « Des dossiers de l'accident, de ce qui est arrivé à Catherine, de tout ce qui pourrait vous aider à retrouver votre passé. Et si nous trouvons tout, si je sais enfin tout ce qui m'est arrivé, » Ethan la regarda, puis de nouveau la route. « Alors vous décidez ce qui vient ensuite, qui vous voulez être, où vous voulez aller. » La question tacite planait entre eux. Resterait-elle avec eux une fois son identité retrouvée, ou irait-elle construire une vie ailleurs? Aucun d'eux n'avait encore de réponse. Mais alors que l'horizon de Boston apparaissait, Emma réalisa que pour la première fois de sa mémoire, elle n'avait pas peur de l'avenir. Quoi qu'il arrive, elle n'y ferait pas face seule. L'histoire a éclaté un mardi matin. Remplacement bizarre du directeur de l'hôpital. Veuf recueille une femme sans abri qui ressemble exactement à sa défunte épouse. Le titre criait depuis le site web du Boston Herald, accompagné de photos côte à côte. Sarah dans une robe de soirée lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital 2 ans plus tôt. Et Emma, capturée par un appareil photo à long objectif alors qu'elle accompagnait Lily à l'école. La ressemblance était indéniable, rendue encore plus frappante par la manipulation professionnelle des images pour accentuer leur similarité. Le téléphone d'Ethan commença à sonner à 6h15. À 7h, des reporters s'étaient rassemblés devant sa maison de Beacon Hill. À 8h, le service des relations publiques de l'hôpital avait convoqué une réunion d'urgence à laquelle Ethan participa par vidéoconférence depuis son salon, incapable de quitter la maison sans faire face à un barrage de caméras et de questions. « Comment ont-ils obtenu ces photos ?» demanda-t-il, faisant les 100 pas tandis qu'Emma était assise silencieusement sur le canapé, le visage blême. « Qui ferait ça? » La réponse vint lorsque Claire Thompson apparut lors de l'appel vidéo, son expression un masque prudent de préoccupation professionnelle. « L'hôpital est prêt à publier un communiqué de soutien à la vie privée du Dr. Mitchell pendant cette période difficile, » dit-elle avec fluidité. « Nous ne confirmerons ni ne nierons la situation calme jusqu'à ce qu'Ethan ait eu le temps de la gérer lui-même. » La pause calculée, l'emphase subtile. Ethan sut immédiatement que Claire était la source de la fuite. « J'ai besoin de parler à Claire en privé, » dit-il aux autres administrateurs. « Nous nous reconnecterons dans 30 minutes. » Quand les autres se furent déconnectés, ne laissant qu'eux deux en ligne, la façade contrôlée d'Ethan se fissura. « Pourquoi, Claire? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? » Le masque professionnel de Claire glissa, révélant un éclair de satisfaction amère. « Vous pensiez vraiment que personne ne le remarquerait? Que vous pouviez juste remplacer Sarah par un sosie sans-abri et que tout le monde ferait semblant que c'est normal? » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Ethan à travers des dents serrées. « Et vous le savez. » « Vraiment? » Claire se pencha plus près de sa caméra. « Je vous ai vu vous autodétruire pendant des mois, Ethan. J'ai essayé de vous aider. J'étais là pour vous quand elle ne l'était pas. » La jalousie brute dans sa voix confirma ce qu'Ethan avait suspecté, mais jamais pleinement reconnu. Le soutien de Claire après le décès de Sarah n'avait jamais été simplement de l'amitié. « Il ne s'agit pas de m'aider, » dit-il doucement. « Il s'agit de punition parce que je n'ai pas répondu à vos avances. » Claire tressaillit comme giflée. « Ne vous flattez pas. Il s'agit de protéger un enfant vulnérable d'une situation clairement instable. Cette femme n'est pas Sarah, peu importe combien elle lui ressemble. Et l'amener chez vous dans la vie de Lily, c'est dérangeant, Ethan. Les gens méritent de connaître la vérité. » « La vérité? » Ethan rit amèrement. « Vous ne savez rien de la vérité. Emma est la sœur jumelle identique de Sarah. Elles ont été séparées à la naissance. Nous avons une confirmation ADN. » Le parfait calme de Claire se fissura enfin.
la surprise vacillant sur son visage avant qu'elle ne se reprenne. C'est pratique. Vous a-t-elle raconté cette histoire avant ou après que vous l'ayez invitée dans votre lit? Ça suffit. La voix d'Ethan était glaciale. Vous avez franchi toutes les limites professionnelles et personnelles. Attendez-vous à avoir des nouvelles de mon avocat. Il déconnecta l'appel et se tourna vers Emma, qui n'avait ni bougé ni parlé pendant l'échange. « Je suis tellement désolé, dit-il. Je n'ai jamais pensé qu'elle irait aussi loin. » Emma hocha la tête mécaniquement, ses yeux fixés sur la télévision muette où son visage apparaissait maintenant sur une émission d'actualité du matin. Le bandeau sous l'image disait « Questions éthiques soulevées alors que le directeur de l'hôpital remplace sa défunte épouse par un sosie sans-abri. » « Ils font comme si j'étais une sorte de remplacement, » murmura-t-elle. « Son substitut pour Sarah. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le chef de la médecine de l'hôpital. « Ethan, je suis désolé, mais nous avons besoin que vous preniez un congé pendant que cette situation est réglée. Le conseil est préoccupé par les implications éthiques potentielles et l'impact sur la réputation de l'hôpital. » La nouvelle n'était pas inattendue, mais elle piquait quand même. « Je comprends. J'enverrai un email déléguant mes responsabilités. »« Et Lily ?» demanda Emma quand il eut mis fin à l'appel. « L'école, j'ai déjà appelé. Elle restera à la maison aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle soit confrontée à des questions auxquelles elle n'est pas préparée à répondre. » Comme convoquée par son nom, Lily apparut au bas des escaliers, toujours en pyjama. Pourquoi la télé montre-t-elle des photos d'Emma et de maman? Et pourquoi y a-t-il des gens avec des caméras dehors? Ethan et Emma échangèrent des regards, débattant silencieusement de la quantité d'informations à lui donner. Finalement, Ethan s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Tu te souviens comment nous avons découvert qu'Emma est la sœur jumelle de ta maman? Certaines personnes l'ont découvert et elles sont curieuses à ce sujet, mais elles sont indiscrètes d'une manière qui n'est pas très gentille. Comme quand Tommy Rogers a pris des photos de Mme Peterson quand elle a renversé du café sur sa robe et que tout le monde a ri, demanda Lily, son jeune esprit trouvant l'équivalent le plus proche dans son expérience. Quelque chose comme ça, acquiesça Ethan, soulagé par sa simple compréhension. Nous allons rester à la maison aujourd'hui jusqu'à ce que les choses se calment. La sonnette retentit, suivie de coups insistants. Ethan vérifia la caméra de sécurité sur son téléphone et vit une femme d'une trentaine d'années avec un badge de presse. « Dr. Mitchell, Rebecca Daniels du Boston Chronicle. Je voudrais vous offrir une chance de raconter votre version de l'histoire. » Ethan était sur le point de l'ignorer quand Emma lui toucha le bras. « Attendez, Claire a mentionné une Rebecca Daniels avant. Elle dit qu'elle posait des questions. Comment sur votre programme de santé communautaire? » « Je me souviens, » dit Ethan. « Mais pourquoi une journaliste s'intéresserait-elle à cela? » « Peut-être pas, » suggéra Emma. « Peut-être qu'elle enquêtait déjà sur autre chose. » Après un moment d'hésitation, Ethan ouvrit la porte juste assez pour parler à travers la fente, gardant la chaîne de sécurité engagée. « Mademoiselle Daniels, quel est exactement votre intérêt pour cette histoire? » La journaliste eut l'air soulagée qu'il ait répondu. « Pas l'angle que le Herald pousse, je peux vous assurer. Je me spécialise dans les histoires d'adoption, de séparation familiale et de réunion. Je fais des recherches sur des cas de jumeaux séparés à la naissance depuis plus d'1 an. Quand j'ai contacté l'hôpital au sujet de vos initiatives de santé communautaire pour les populations sans-abri, Claire Thompson a mentionné que vous aviez recueilli une femme sans-abri. Cela semblait être une histoire humaine intéressante, mais je n'avais aucune idée du lien avec votre défunte épouse avant que le Herald ne la révèle ce matin. » Il y avait une sincérité dans sa manière qui fit qu'Ethan considéra attentivement ses mots. « Et quel est votre angle exactement? »« La vérité, quelle qu'elle soit, » répondit Rebecca. « Je ne suis pas intéressé par le sensationnalisme. Je veux comprendre ce qui se passe vraiment ici. » Ethan jeta un coup d'œil à Emma, qui hocha légèrement la tête. Il ferma la porte, retira la chaîne et la rouvrit plus largement. « Vous avez 30 minutes. » Rebecca Daniels se montra à la hauteur de sa parole.
Elle écouta attentivement alors qu'ils expliquaient les circonstances extraordinaires de leur rencontre, la confirmation ADN et leur découverte à la maison de Rose. Elle posa des questions réfléchies et prit des notes méticuleuses, faisant occasionnellement référence à ses propres recherches sur des cas similaires. Les jumeaux séparés à la naissance rapportent souvent des liens inexplicables, des manières partagées, des préférences, même des rêves, leur dit-elle. Il y a de plus en plus de preuves que la mémoire génétique est plus puissante que nous ne le pensions auparavant. Pouvez-vous nous aider à découvrir ce qui est arrivé à Catherine Winters? Demanda Emma. Et comment je me suis retrouvée sans aucun souvenir de mon passé? L'expression de Rebecca devint sérieuse. Je peux essayer. J'ai des contacts dans diverses agences d'État, accès aux rapports d'accident, aux dossiers d'aide sociale. S'il y a une trace écrite, je peux la trouver. Elle hésita. Mais je dois vous prévenir, quoi que je trouve, je le publierai. Pas les ordures sensationnalistes que le Herald pousse, mais la vraie histoire. Êtes-vous prête pour cela? Emma et Ethan échangèrent des regards. Nous voulons la vérité, dit Emma fermement, quelle qu'elle soit. Après le départ de Rebecca, ils essayèrent d'établir une certaine normalité pour le bien de Lily. Ils jouèrent à des jeux de société, firent des biscuits et gardèrent les rideaux tirés contre les éclairs occasionnels des appareils photo de photographes persistants. Le soir, la présence médiatique avait quelque peu diminué, mais l'histoire en ligne continuait de se répandre, les utilisateurs des médias sociaux intervenant avec des théories et des jugements de plus en plus farfelus. Ils m'appellent opportuniste, dit Emma, faisant défiler les commentaires sur son téléphone, disant que je vous manipule, utilisant ma ressemblance avec Sarah pour... Elle ne put finir la phrase. Ethan lui prit doucement le téléphone des mains. Ne lis pas ces ordures. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Vraiment. La voix d'Emma se brisa. Ethan, peut-être que je devrais partir. Allez ailleurs jusqu'à ce que ça se calme. Ma présence vous fait du mal à Lily. Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. S'enfuir ne résoudra rien. Cela ne ferait que confirmer leur récit qu'il se passe quelque chose de honteux ici. Il lui prit les mains dans les siennes. Emma, vous appartenez ici avec nous. Nous ferons face à cela ensemble. La certitude dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Un instant, ils se regardèrent simplement, un courant de sentiments inexprimés passant entre eux. Puis, brusquement gênée, Emma retira ses mains. « Je devrais aller voir Lily », murmura-t-elle, se retirant à l'étage. Laissé seul, Ethan passa ses mains dans ses cheveux, reconnaissant ce qu'il avait évité pendant des semaines. Ses sentiments pour Emma avaient grandi au-delà de la compassion, au-delà du lien à travers Sarah. Il tenait à elle en tant que telle, sa résilience, sa douceur avec Lily, sa détermination à faire face à son passé fracturé. Mais était-il juste de ressentir cela? Sitôt après Sarah, à propos de sa jumelle identique, les questions le tourmentaient sans réponse claire en vue. Son téléphone sonna avec un message texte de Rebecca Daniels. « Trouvez quelque chose. Rapport d'accident d'Allentown, PA, 1996. Catherine Winters et sa fille Emma, 6 ans, frappées par un véhicule. Catherine morte à l'arrivée. Emma hospitalisée avec un grave traumatisme crânien, puis placée en famille d'accueil d'urgence. Envoie des détails. » Le cœur d'Ethan se serra en lisant le rapport joint. L'accident avait été dévastateur. Catherine tuée sur le coup. Emma laissée avec une lésion cérébrale traumatique qui avait affecté sa mémoire et sa fonction cognitive. Le rapport indiquait qu'aucun membre de la famille n'avait réclamé l'enfant et qu'elle avait été placée dans le système d'aide sociale sous un nom de famille différent en raison d'une confusion sur son identité. D'autres messages de Rebecca retraçaient le chemin d'Emma à travers plusieurs foyers d'accueil, une institution d'État pour enfants souffrant de lésions cérébrales traumatiques et finalement un foyer de groupe pour adolescents. À 18 ans, elle était sortie du système avec un soutien minimal.
La piste se refroidit après cela, avec seulement des mentions occasionnelles dans les dossiers des services sociaux de diverses villes. Ethan s'assit lourdement sur le canapé, submergé par cette histoire tragique. Emma avait tout perdu. Sa mère, sa mémoire, son identité en un seul instant. Elle avait grandi institutionnalisée, puis jetée dans le monde sans famille, sans passé et sans avenir. Le miracle n'était pas seulement qu'ils s'étaient retrouvés maintenant, c'était qu'Emma avait survécu du tout. Quand Emma redescendit, il lui montra les rapports en silence. Elle les lut avec un calme étrange, comme si elle lisait l'histoire d'une étrangère plutôt que la sienne. Alors, c'est ce qui s'est passé, dit-elle finalement. Ma mère m'a protégé à la fin. Elle m'a poussé loin de la voiture, a pris le pire de l'impact elle-même. Elle leva les yeux vers Ethan, des yeux qui contenaient à la fois tristesse et paix. J'ai passé des années à me demander qui j'étais, d'où je venais. Maintenant, je sais. Il y a plus, dit Ethan doucement, faisant défiler un autre message de Rebecca. Les parents de Catherine, vos grands-parents, sont toujours vivants. Ils vivent dans le Connecticut. Rebecca les a trouvés. Le souffle d'Emma se coupa. Les gens qui ont forcé ma mère à abandonner Sarah, qui l'ont poussée à s'enfuir avec moi. Oui, Rebecca dit qu'ils ont accepté de vous rencontrer si vous le souhaitez. Ils ont 80 ans maintenant. Le poids de la décision se lisait sur le visage d'Emma. Ces gens étaient ses parents de sang, le seul lien vivant avec sa mère. Mais ils étaient aussi les architectes de la séparation qui avaient défini sa vie et celle de Sarah. Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. C'est beaucoup à traiter. Comme sur commande, le téléphone d'Ethan sonna à nouveau, le conseil d'administration de l'hôpital appelant pour une autre mise à jour. Le monde réel continuait d'interférer, exigeant des décisions et des explications. Mais pour l'instant, ils avaient ce qu'ils cherchaient. La vérité sur le passé d'Emma, aussi douloureuse fut-elle. Ce qu'ils feraient de cette vérité restait à voir. La salle d'audience était plus petite qu'Emma ne l'avait imaginé. D'une manière ou d'une autre, dans son esprit, l'espace où son avenir serait décidé aurait dû être plus grandiose, plus imposant. Au lieu de cela, c'était une pièce ordinaire avec des bancs en bois, un éclairage fluorescent et le parfum subtil du polish à meubles. Elle était assise à côté d'Ethan, les mains serrées fortement sur ses genoux pour cacher leur tremblement. De l'autre côté de l'allée, Claire Thompson évitait leur regard, chuchotant avec son avocat. La poursuite qu'Ethan avait intentée contre elle pour diffamation et atteinte à la vie privée avait abouti à cette audience, non pas un procès complet, mais une session préliminaire pour déterminer si l'affaire avait du fondement. « Levez-vous tous », annonça l'huissier alors que le juge entrait. La juge Miranda Hoffman était une femme pragmatique d'une 60aine d'années, aux cheveux grisaciers et aux yeux perçants qui semblaient évaluer tout ce qu'il rencontrait. Elle examina les documents devant elle avec une précision méthodique avant de s'adresser à la salle. « C'est un cas inhabituel, commença-t-elle. Avant de poursuivre, je veux clarifier ce que nous déterminons aujourd'hui. Il ne s'agit pas des choix personnels du Dr. Mitchell dans sa vie privée. Il s'agit de savoir si les actions de Mlle Thompson constituaient une diffamation et une atteinte à la vie privée. Gardons notre attention là-dessus. » La procédure avança, chaque avocat présentant ses arguments. L'avocat d'Ethan détailla comment Claire avait abusé de sa position à l'hôpital pour accéder à des informations personnelles, manipulé ces informations pour créer un faux récit et les avait délibérément divulguées à la presse avec une intention malveillante. L'avocat de Claire rétorqua qu'elle avait agi par véritable préoccupation pour le bien-être d'un enfant et que le public avait le droit de connaître les circonstances inhabituelles qui pourraient affecter le jugement d'une figure communautaire éminente. Tout au long, Emma se sentit comme un spécimen sous verre. Occasionnellement, elle surprit des gens la regardant attentivement, notant sans doute sa ressemblance étrange avec les photographies de Sarah qui avaient été incluses dans l'épreuve. Elle redressa sa colonne vertébrale et rencontra leur regard avec assurance. Elle n'était pas un remplacement. Elle n'était pas une impostrice. Elle était Emma Winters avec sa propre identité
et sa propre histoire. L'identité qu'elle avait retrouvée au cours du mois passé semblait encore nouvelle, comme des vêtements qui n'avaient pas encore été portés. Après que Rebecca Daniels eut publié son article d'investigation dans le Boston Chronicle, séparées à la naissance, le voyage extraordinaire de sœurs jumelles divisées par les circonstances, le récit public avait considérablement changé. Là où il y avait eu scandale et insinuation, il y avait maintenant une histoire humaine sur la séparation familiale, le traumatisme et la réunion improbable. L'article avait détaillé l'histoire tragique de Catherine Winters, la séparation forcée des jumelles et l'accident qui avait privé Emma de sa mère et de ses souvenirs. Il avait inclus des entretiens avec des experts en développement de l'enfant sur l'impact psychologique de la séparation des jumeaux et avec des neurologues sur les lésions cérébrales traumatiques et la perte de mémoire. Plus puissamment, il avait présenté le témoignage de l'ancienne travailleuse sociale d'Emma, en famille d'accueil, qui se souvenait de la petite fille confuse et traumatisée qui ne pouvait pas se rappeler de son propre nom de famille. La réponse du public avait été massivement favorable. Le conseil d'administration de l'hôpital, initialement préoccupé par le scandale, avait accueilli Ethan de retour de son congé avec des excuses. Même certains des photographes qui avaient campé devant leur maison avaient envoyé des cartes exprimant leurs regrets pour leur intrusion. Mais Claire n'avait jamais présenté d'excuses. Confrontée à la vérité sur l'identité d'Emma, elle avait redoublé d'efforts, suggérant que le test ADN avait dû être manipulé et qu'Ethan était trompé par une artiste de l'escroquerie intelligente. Ces accusations étaient devenues de plus en plus désespérées à mesure que les preuves s'accumulaient contre elle, culminant dans une interview particulièrement virulente qui avait provoqué la poursuite d'Ethan. Maintenant, alors que le juge examinait les dernières soumissions, l'esprit d'Emma divaguait vers l'autre réunion importante des dernières semaines, celle avec les parents de Catherine, ses grands-parents. Richard et Elena Winters les avaient reçus dans leur maison de bon goût du Connecticut, avec une appréhension visible. Ils étaient clairement riches, clairement mal à l'aise et clairement pas préparés à l'impact émotionnel de rencontrer leur petite fille perdue de longue date. « Vous ressemblez tellement à Catherine », avait murmuré Elena en voyant Emma, sa contenance aristocratique se fissurant pour révéler le chagrin en dessous. La réunion avait été tendue, remplie de décennies de regrets inexprimés. Richard, maintenant fragile mais toujours fier, avait tenté de justifier leurs actions passées. « Nous pensions faire ce qui était le mieux », avait-il dit. Catherine était si jeune et la situation avec le père des jumelles. « Walter », avait interrompu Emma. « Son nom était Walter, n'est-ce pas? Je me souviens que ma mère disait ce nom. » Le couple âgé avait échangé des regards étonnés. « Oui », avait confirmé Elena. Walter Jensen, un garçon du coin avec des problèmes, principalement la drogue. Il a disparu quand Catherine lui a dit qu'elle était enceinte. Ils avaient parlé pendant des heures, comblant les lacunes de l'histoire d'Emma. Comment Catherine avait lutté contre un trouble bipolaire non diagnostiqué jusqu'après la naissance d'Emma? Comment ses parents avaient insisté pour qu'elle donne un bébé en adoption, croyant que Catherine ne pouvait pas gérer des jumeaux dans son état? Comment Catherine avait semblé s'améliorer, puis s'était soudainement détériorée, devenant paranoïaque qu'il venait aussi prendre Emma. « Nous avons essayé de l'aider », avait insisté Richard, mais elle a vu ça comme une menace. C'est là qu'elle s'est enfuie. Nous avons cherché pendant des années, avait ajouté Elena, les larmes coulant sur son visage, embauché des enquêteurs privés. Mais Catherine savait comment disparaître. Elle avait changé leur nom, déménagé constamment. La réunion n'avait pas été la scène réconfortante de pardon et de réconciliation qui aurait pu couronner un film hollywoodien. Il y avait trop de douleur, trop d'années de séparation, mais elle avait fourni des réponses, un contexte et un lien provisoire qui pourrait, avec le temps, devenir quelque chose de significatif. Mademoiselle Thompson. La voix de la juge ramena Emma au présent. La juge Hoffman s'adressait directement à Claire.
Maintenant, les preuves montrent clairement que vous avez délibérément déformé les faits, manipulé des photographies pour créer une fausse impression et utilisé votre position professionnelle pour accéder et diffuser des informations privées. Votre affirmation d'agir par souci du bien-être de l'enfant est sapée par vos propres communications numériques qui révèlent une animosité personnelle comme votre motivation principale. Claire sembla se recroqueviller sur son siège, alors que la juge poursuivait. Ce tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour que la poursuite du Dr. Mitchell procède au procès. De plus, j'émets une injonction préliminaire vous interdisant de faire d'autres déclarations publiques concernant le Dr. Mitchell, Mademoiselle Winters ou l'enfant impliqué. La violation de cette injonction entraînera des accusations d'outrage. Ces termes sont-ils clairs? Oui, votre honneur, murmura Claire, évitant le contact visuel avec tout le monde. Dehors du palais de justice, une légère neige tombait, la première de la saison. Ethan aida Emma à mettre son manteau, son toucher s'attardant sur ses épaules. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit-il. Emma hocha la tête, regardant les flocons de neige fondre sur ses gants. « Pensez-vous qu'elle va vraiment s'arrêter maintenant? » « J'espère. » Son avocat semblait assez clair sur les conséquences si elle ne le fait pas. Il hésita. « Êtes-vous prête à rencontrer Rebecca? Elle devrait nous attendre au café de l'autre côté de la rue. » Rebecca Daniels était devenue une alliée et amie inattendue au cours des derniers mois. Son article avait non seulement changé la perception du public de leur situation, mais avait également mis Emma en contact avec des ressources pour les personnes se remettant de lésions cérébrales traumatiques et de perte de mémoire. Maintenant, elle collaborait à un livre sur l'expérience d'Emma et les problèmes plus larges de l'adoption, de la séparation des jumeaux et de l'identité. Un projet qui avait donné à Emma un sens du but qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le café était chaleureux et accueillant, rempli de l'arôme du café et des pâtisseries. Rebecca fit signe depuis une table de coin où elle était assise avec Lily, qui était concentrée intensément sur un chocolat chaud garni de crème fouettée. « Comment ça s'est passé? » demanda Rebecca alors qu'il la rejoignait. « Le juge a statué en notre faveur, » rapporta Ethan. « L'affaire va se poursuivre en procès, bien que je soupçonne l'avocat de Claire de pousser à un règlement maintenant. »« Accepteriez-vous un règlement? » demanda Rebecca, son instinct de journaliste pour l'histoire toujours évident. Ethan regarda Emma avant de répondre. « Ça dépend des termes. La compensation financière n'est pas le but. Nous voulons des excuses publiques et l'assurance qu'elle ne fera ça à personne. » D'elle-même, Lily leva les yeux de son chocolat chaud. « La méchante dame va-t-elle dire pardon d'avoir dit des mensonges sur Emma? »« Peut-être, » dit Ethan, brossant d'une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Mais même si elle ne le fait pas, la plupart des gens connaissent la vérité maintenant. » La vérité, un mot si simple pour quelque chose de si complexe. Au cours des derniers mois, Emma avait appris que la vérité n'était pas un point fixe unique, mais une constellation de perspectives, de souvenirs et de faits. Certains clairs, certains estompés par le temps et le traumatisme. Sa propre vérité continuait d'évoluer alors qu'elle retrouvait plus de fragments de son passé et construisait un nouveau présent. Après le déjeuner, ils rentrèrent chez eux pour trouver une livraison qui les attendait. Des exemplaires préliminaires du livre d'Emma, coécrit avec Rebecca. Réflexion. Le voyage d'une jumelle de l'obscurité à la lumière était incrusté sur la couverture avec une image saisissante. Emma debout devant un miroir, la photographie de Sarah visible dans le reflet. « C'est vraiment en train d'arriver, » murmura Emma, passant ses doigts sur le titre en relief. « Vous l'avez fait, » dit Ethan, sa voix remplie de fierté. « Vous avez pris quelque chose de douloureux et en avez créé quelque chose de significatif. » Le livre représentait plus que la simple histoire d'Emma. Il incluait des recherches sur les pratiques d'adoption, les études sur les jumeaux et l'impact de la séparation familiale. Les profits iraient maintenant à une fondation qu'ils avaient établie pour soutenir les efforts de réunification pour les frères et sœurs séparés et pour financer la recherche sur la perte de mémoire traumatique.
Ce soir-là, après que Lily fut endormie, Emma et Ethan s'assirent sur la balançoire de Porsche, regardant la neige continuer à tomber. Malgré le froid, il y avait quelque chose de paisible à être dehors, enveloppé dans des manteaux chauds et le silence confortable qui avait grandi entre eux. J'ai réfléchi à ce qui vient ensuite, dit finalement Emma. Ethan se tourna pour la regarder, son expression prudente. Et qu'avez-vous décidé? La tournée de promotion du livre commence le mois prochain. Rebecca pense que cela pourrait durer 6 semaines, peut-être plus longtemps, si la réponse est bonne. Lily et moi vous manquerons, dit Ethan doucement. Emma prit une profonde inspiration. C'est justement ça. J'espérais que peut-être vous pourriez tous les deux venir avec moi, au moins pour une partie. La suggestion planait entre eux, lourde de sens tacite. Au cours des mois qui avaient suivi la confirmation de son identité par le test ADN, leur relation avait évolué d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. La gêne initiale, sa culpabilité d'être attiré par la jumelle de sa défunte femme, sa peur d'être vu comme un remplacement, avaient progressivement cédé la place à une compréhension plus profonde. Ils avaient avancé prudemment, respectueusement, construisant quelque chose de nouveau qui honorait le passé sans en être défini. « J'aimerais ça, » dit Ethan, sa main trouvant la sienne sur la balançoire entre eux. Lily aimerait l'aventure. « Et vous? » demanda Emma, exprimant enfin la question qui avait trop longtemps plané en silence. « Qu'aimeriez-vous, Ethan? » Il croisa son regard directement. « J'aimerais une chance de voir où cela nous mène. Non pas parce que vous me rappelez Sarah, mais parce que vous êtes vous, Emma, avec votre force, votre gentillesse, votre façon de raconter des histoires qui fait briller les yeux de Lily. La femme qui s'est reconstruite à partir de rien, qui affronte chaque jour avec un courage que je peux seulement imaginer. » Emma sentit les larmes piquer ses yeux. « Je cherche encore mon chemin. Je ne sais pas si je me souviendrai jamais de tout d'avant l'accident. » « Peut-être que c'est bon, » dit Ethan doucement. « Peut-être que qui vous êtes maintenant, qui nous sommes ensemble, importe plus que qui vous étiez alors. » La neige continuait de tomber autour d'eux, étouffant les sons de la ville, créant un monde privé de blanc. Emma appuya sa tête contre l'épaule d'Ethan, s'autorisant à accepter la possibilité d'un futur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer il y a un an. « J'aimerais essayer, » murmura-t-elle, « de voir où cela nous mène. » Ses bras glissèrent autour de ses épaules, l'attirant plus près. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant la neige transformer le monde, les rendant nouveaux à nouveau. À l'intérieur de la maison, sur la table de chevet d'Emma, se trouvait la photographie des bébés jumeaux, Sarah et Emma, ensemble pour la première et unique fois avant que la vie ne les ait séparés. À côté se trouvait une image plus récente, Emma, Ethan et Lily au jardin des papillons. Leurs visages illuminés par la simple joie d'être ensemble. Pas une famille de remplacement, pas un substitut à ce qui était perdu, mais quelque chose de nouveau et d'authentique, construit à partir des morceaux brisés du passé en une mosaïque qui était belle à part entière. Alors que la neige recouvrait Boston d'un blanc silencieux, Emma ferma les yeux et s'autorisa à croire aux secondes chances, non seulement pour elle-même, mais pour eux tous. Le chemin à venir aurait ses défis, ses moments de doute et de chagrin.